Nelly, vi dicevo, Tozziagati, che il Tozziagati, che sta giurista di Cassai là della, bon, il y a tout pour il on sort tout le monde. Bon, c'est un peu difficile tous ces chiffres, hein, mais bon, sans ça, il est difficile d'expliquer un petit peu la situation. Moi, je vais vous raconter quelques histoires, revenir aussi un petit peu à l'arrière, ça aide à la compréhension de la situation. On va d'abord se transférer en Méditerranée. En Méditerranée, vous savez qu'il y a une situation qui est à peu près comparable à la nôtre. Et actuellement, il y a une société qui exploitait une LGV Perpignan-Figueras qui a déposé son bilan. Et donc, l'association qui lutte contre le Lyon-Turin a demandé au secrétaire d'État des comptes sur cette faillite. Donc, en mars 2007, il a été saisi, le secrétaire d'État, en fait, qui transmette le bilan loti, hein, Pierre vous en a parlé tout à l'heure, parce que c'est un bilan loti, donc qui est obligatoire et qui va être rendu public au plus tard 5 ans après la mise en œuvre. Quelle a été la réponse du secrétaire d'État, qui a répondu en août 2016? Elle est la suivante. Concernant la ligne à grande vitesse Perpignan-Figueras, en raison du nouveau calendrier de réalisation de la LGV Barcelone-Figueras, décidé par l'Espagne, la mise en service de la section internationale s'est déroulée en 2 étapes. Une mise en service en décembre 2010 et une autre en 2013. Dès lors, le bilan loti sera mis à disposition en 2018 au plus tard. Or, il faut savoir que la section Perpignan-Figueras, c'est la section où il y a l'État français qui est impliqué. Ensuite, la deuxième phase, c'était Figueras-Barcelone, c'est-à-dire la pose de notre 3e rail pour pouvoir faire circuler des trains au nom UIC. Donc, ça ne concernait pas du tout le gouvernement français. Mais par contre, la section Perpignan-Figueras, oui, et elle a été inaugurée par le ministre Thierry Mariani en 2010. 2010 plus 5 ans, ça faisait donc 2016. Normalement, il aurait dû y avoir un bilan loti émis. Voilà. Et le ministre aurait dû mettre à disposition du public ce bilan loti, ce qu'il n'a pas fait. Alors, il prétend donc qu'il y a eu 2 phases, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu établir ces bilans loti. Or, ces bilans loti, on en connaît les résultats. On en connaît les résultats, c'est qu'il y a eu un rapport financier semestriel de la part de SNCF Réseau le 30 juin 2016, donc il n'y a pas longtemps. Mais tous les semestres, RFF émet un bilan. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce bilan? Eh bien, un tout petit encart dans lequel il est dit qu'un contrat de concession a été attribué donc, à la société TP Ferro, hein, dont l'objet est la construction et l'exploitation d'une ligne à grande vitesse entre Figueras et Perpignan. Alors, suite à un trafic réel très inférieur aux prévisions, c'était 15% du trafic passager prévu et 8% seulement du trafic fret. La société concessionnaire a été placée en redressement judiciaire. La liquidation de la société doit être prononcée à l'automne, ce qui a été fait d'ores et déjà. Or, pour savoir qu'il n'y avait que 15% du trafic voyageur et 8% seulement du trafic fret, c'est qu'un bilan a été établi. Donc ce bilan existe bien, mais le ministre n'a pas voulu le transmettre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, sur ce tronçon? Vous voyez qu'en 2015, il y avait 34 convois de marchandises sur ce tronçon, là, Perpignan-Figueras, et 70 trains de passagers par semaine. À l'origine du projet, voilà ce qu'on avait prévu. En 2009, il devait y avoir 34 trains de voyageurs par jour et 24 trains de marchandises par jour. C'est-à-dire que si on fait une progression linéaire, en 2014, il aurait dû y avoir 42 trains de voyageurs par jour, et il n'y en a que 6. Et en ce qui concerne les marchandises, il aurait dû y avoir 39 trains de marchandises par jour, il n'y en a que 3. Donc vous voyez un petit peu le décalage entre les prévisions qui ont été faites et la réalité. Alors, c'est intéressant, voilà pourquoi on a fait ce petit détour par la Méditerranée. Il faut savoir que l'observatoire qui a été mis en place donc, en 2011 est censé alerter de la prochaine saturation des voies de façon à lancer les travaux de la construction de la ligne nouvelle. C'était le rôle de l'observatoire qui avait été mis en place.
Et au sein de cet observatoire, il y avait un conseil scientifique auquel le CAB prend part et travaille. Donc. Et lors du dernier conseil scientifique qui a eu lieu donc, en juin 2014, il n'y en a plus après. Monsieur Kriki, qui était le responsable de l'Adriatique-Aquitaine et qui pilotait ce conseil scientifique, nous déclarait qu'il y a un intérêt à observer ce qui se passe côté méditerranéen. Ce qui se passe côté méditerranéen peut être un éclairage sur notre futur. Autrement dit, vous voyez le futur qui nous attend? Alors il faut savoir que c'est à partir du trafic de transit de camions que l'on peut capter des marchandises qui peuvent être mises sur le rail. Pierre vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà le schéma. Qu'est-ce qu'on constate? Que le trafic de transit, il a augmenté de 25%. Le trafic de transit camion a augmenté de 25% côté méditerranéen entre 2010 et 2014, alors que dans la même période, côté Atlantique, il a diminué de 5,4%. Alors c'est quand même bizarre parce que, vous voyez, 25% de camions en plus. C'est quand même bizarre parce que la Méditerranée, qui dispose d'une LGV mixte, fret et voyageurs, c'est-à-dire le même projet qu'on a chez nous, qui dispose d'une autoroute par sur les camions, murs de camions. Vous voyez qu'il y en a 8860 par jour Pertus, alors qu'il y en a 8040 à Piriatou. C'est-à-dire que le trafic de transit il est 35% supérieur côté méditerranéen que côté atlantique. Je vous rappelle que c'est sur le trafic de transit que l'on peut capter des marchandises à mettre sur le train. Donc, la Méditerranée qui dispose d'une voie, d'une LGV, plus une autoroute ferroviaire, eh bien, elle voit son trafic de camions augmenter malgré ça. Alors donc, si on doit se comparer avec la Méditerranée, on voit ce qui nous attend, que si plus on construira de LGV et d'autoroutes ferroviaires qu'on a abandonnées, d'ailleurs côté Atlantique, hein, ça a été abandonné, donc si on construisait toutes ces infrastructures, on aurait une augmentation des camions de transit. Alors si on regarde quelle est l'évolution du trafic fret, puisque c'est lui le fauteur de tout, c'est-à-dire c'est à cause du fret qu'il va y avoir une voie saturée, que les voies actuelles vont être saturées, donc il faut à tout prix faire une nouvelle voie. Hein. Donc, on a appris lors de ce conseil scientifique là, des choses quand même très intéressantes. C'est dommage que c'était le dernier, parce que si à cette vitesse-là, on aurait eu une foule de renseignements qui étaient très très utiles. On s'aperçoit de quoi? C'est que le trafic fret a diminué entre 2006 c'était le débat public. Entre 2006 et 2012, le trafic fret a diminué de 40% à Hendaye, 41% à Bayonne et 46% je crois à Dax. Donc vous voyez que la tendance, elle n'est pas à l'augmentation. Et si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, parce que bon, en fait le fret il arrive, c'est surtout de l'autre côté, le fret local ici il n'y en a pratiquement pas. Donc si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, c'est encore pire. Parce qu'à Vitoria, le fret a diminué de 44%, de 51% à Tolosa et à Irun de 55%. Autrement dit, le fret ferroviaire se casse la figure, que ce soit de l'autre côté ou que ce soit en France. Et on nous dit que la voie, ici, elle va être vite saturée, c'est-à-dire en 2020, la voie va être saturée, il faut vite faire une nouvelle voie. Alors donc je vous rappelle que l'Observatoire, il alimente les réflexions de façon à lancer l'alerte lorsque les voies vont arriver à saturation pour lancer les travaux. Alors on va faire un petit retour en arrière, on va revenir sur le débat public. Le débat public, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que, comme je vous disais tout à l'heure, la voie ferrée, elle allait être saturée parce qu'on attendait 160 trains de fret à l'horizon 2020. 160 trains de fret, ça fait quand même beaucoup. Nous, on avait fait des comptages, on disait, quand même, pas beaucoup de trains de fret qui passent, 160 trains de fret, c'est quand même, il va falloir l'expliquer. Alors, on avait demandé à RFF qui nous explique d'où venait ce chiffre. Alors, RFF nous a simplement dit, non, il s'agit plus d'un pari sur l'avenir que d'une analyse raisonnée de l'évolution des choses. Alors,
moi, je croyais que les paris étaient dévolus à la Française des Jeux, mais apparemment, il n'y a pas que. Ils s'occupent des paris, hein. Il y a également RFF, et eux, ils dépensent des milliards pour ces paris-là. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, une petite lumière. Ici, donc ce schéma-là, c'est le schéma qui nous donne la saturation de la voie. Vous voyez la ligne rouge là? C'est la saturation de la voie. C'est-à-dire que quand il y aura 190 à 200 trains qui vont passer, bien la voie elle va être saturée. Alors où est-ce qu'on est? En 2006, ici, on était à 100 trains par jour. Bon, nous on avait fait les comptages, on n'était pas tout à fait d'accord avec ces comptes-là. Mais enfin bon, RFF nous dit qu'il y a 100 trains par jour en 2006 et ça va progresser en 2013. Ici, il y a le Y-Pass qui va se mettre en place, donc il va y avoir une poussée du fret. Puis, ça va continuer à croître et on va atteindre à l'horizon 2030 242 trains par jour, tout confondu, c'est-à-dire le fret plus les trains de voyageurs, et à l'horizon 2050, à peu près 250 trains par jour. Bon, voilà. Donc, ils ont justifié comme ça la construction d'une nouvelle voie. Et la conclusion, c'était que malgré des aménagements prévus avant 2020, ça c'est RFF qui le dit, hein, la ligne existante ne pourra pas faire face à cette augmentation de trafic. Ah. Alors les élus, ici notamment, ont fait faire une étude à un cabinet indépendant qui s'appelle le CITEC pour savoir quelle était la capacité et quel serait le trafic prévisionnel d'après eux. Bon, alors c'est l'école de Lausanne qui est la plus réputée au monde, qui est utilisée aussi par RFF de temps en temps pour faire ses études. Voilà ce qu'ils ont conclu. En ne tenant compte que du 80% des sillons tracés, la capacité utile à long terme est de 240 sillons fret par jour. 200 confondus. En tenant compte des trains de voyageurs, la capacité totale de la ligne est de 322 trains. Les dernières prévisions publiées par RFF tablent sur un besoin de 90 allers-retours, 380 sillons. Ça, c'est RFF qui a mené ce chiffre-là au cabinet. Voilà. Donc, vous voyez que l'estimation de CITEC, c'était 322 trains par jour. La possibilité de la voie actuelle. Il y a eu une enquête d'utilité publique donc, qui a été menée en 2014, comme vous le savez, avec l'avis défavorable. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un petit paragraphe de l'enquête d'utilité publique? Ceci, RFF a tenu compte d'aménagement du réseau permettant d'optimiser encore plus la capacité de cette section. RFF nous a toujours dit, notamment dans les conseils scientifiques, qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 180 à 200 trains par jour sur la voie existante. C'était pas possible. Et lors de l'enquête d'utilité publique, ils ont écrit qu'on considère ainsi que la section entre Bayonne et la bifurcation de Mouserolles atteindra sa limite de capacité pour un nombre maximum de sillons estimé à 280. Vous voyez qu'on se rapproche des chiffres du cabinet indépendant, mais surtout, ce qu'on constate, c'est que le trafic prévu par RFF à l'horizon 2050 de 250 trains, eh bien, il peut être absorbé par la voie existante. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est RFF qui le dit. Et en plus de ça, la capacité de 280 sillons, c'est uniquement sur le nœud de Bayonne-Mousserolles, où il y a un petit couloir d'étranglement. C'est-à-dire qu'au-delà de Mousserolles, la capacité est bien plus grande, et en deçà, la capacité est bien plus grande également. Autrement dit, où est la saturation de la ligne? Elle n'existe pas. On nous a menti. On nous a menti pas que ça, parce que donc la principale raison de construire une nouvelle infrastructure, c'était donc la saturation de la ligne, mais RFF nous dit également, mais il y aura aussi un gain de temps pour les voyageurs. Or, RFF avait estimé les gains de temps de voyageurs lors du débat public. Vous voyez ici, avec l'aménagement de la route, de la voie existante, on gagnait 17 minutes entre Bordeaux et Bayonne. Et avec la construction d'une nouvelle ligne, on allait gagner 21 minutes. Autrement dit, on va dépenser des milliards pour gagner 4 minutes. Ça, ce sont des chiffres de RFF présentés en débat public.
Voilà, bon. Alors, RFF nous dit malgré tout, ce projet, c'est un projet rentable. Hein? Pierre vous l'a dit tout à l'heure, comment on arrive à établir une rentabilité dans un projet. Alors, le projet global, c'est pas 9 milliards. Il va falloir trouver 13 milliards 3. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est RFF, voilà. Hein? 13 milliards 3, c'est l'investissement global, mais RFF tient compte de la valeur résiduelle, c'est-à-dire au bout de 50 ans, normalement on évalue un projet sur 50 ans. Tous les bénéfices qu'on a tirés pendant 50 ans, moins les pertes qu'on a subies pendant 50 ans. Le résultat, c'est la valeur actualisée nette, comme on disait tout à l'heure. Donc, la valeur résiduelle de l'infrastructure au bout de 50 ans étant de 4 milliards 3, on nous dit on ne dépensera que 9 milliards. C'est pas vrai. Il va falloir débourser 13 milliards 3. Et c'est pas pareil quand il faut emprunter et payer des intérêts. Sans DAX, c'est frais. Comment? Sans DAX, c'est frais. Sans DAX? Oui, oui, non, c'est global. Ça, hein, c'est avec DAX, ça c'est le projet global GPSO. Hein. D'ailleurs, oui, oui. Il y a Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, les aménagements ferroviaires sud de Bordeaux, nord de Toulouse et Dax, la frontière. Hein, le projet global, le GPSO, c'est celui qui nous a été soumis, en quelque sorte, lors du débat public. Hein. Alors vous voyez que la rentabilité, d'après RFF, la rentabilité globale du projet, elle est de, ici, 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour un investissement de 13 milliards 3. Ce qui a fait dire au commissariat général à l'investissement que la rentabilité, elle était fragile. Et ils sont quand même très diplomates. Alors, on vous a parlé tout à l'heure des études complémentaires que le commissariat général à l'investissement a demandé à RFF. Il faut savoir aussi que la méthode de Robien dont on a parlé tout à l'heure, elle arrivait à obsolescence en date du 1er octobre, c'est-à-dire à partir du 1er octobre 2014, c'est la méthode Kiné qu'il fallait employer pour évaluer la rentabilité d'un projet. Or, le CGI a été saisi en février 2014 et il a fallu qu'il rende sa copie pour avril 2014 parce que on était très pressé. On était très pressé, on ne savait pas pourquoi, on l'a appris par la suite. Alors donc le CGI s'est plaint d'ailleurs de n'avoir eu que très peu de temps pour étudier valablement toutes les données de cette enquête d'utilité publique, mais ils ont quand même eu la possibilité de poser quelques questions, de demander quelques variantes à RFF. Par exemple, si RFF avait pris en compte les prévisions de trafic du nombre de voyageurs de la SNCF, c'est-à-dire SNCF prévoyait 1 million de voyageurs de moins que LFF, eh bien l'impact sur la vanne aurait été de moins de 2,1 milliards. Et ainsi de suite. Les dessertes. Maintenant, on sait que les dessertes ne sont pas celles qui étaient prévues initialement par RFF, pour la bonne raison, c'est que sur la tour Bordeaux, il était prévu 23 allers-retours directs par jour, or il n'y en aura que 18. SNCF en avait proposé 13, parce que SNCF savait très bien qu'en deçà de 13, il n'y aura pas suffisamment de monde. Hein. Donc il faut s'attendre à quoi? C'est que les dessertes qui ont été prévues à 18,5 suite à l'arbitrage du ministre, hein, elles vont disparaître petit à petit. Donc il n'y aura pas les dessertes prévues. Et l'effet de ces dessertes qui manquent, c'est 1 milliard de moins sur la vanne. Les autoroutes, les concessions autoroutières, moins 1,4 milliard. Le financement public, alors, initialement, RFF prévoyait qu'ils allaient, eux, financer 40% du projet à peu près, et l'État 60%. Donc, ils ont fait une évaluation de ce qu'on appelle le coût d'opportunité des fonds publics, et si on considère que c'est l'État qui va financer à 100%, le coût d'opportunité des fonds publics augmente, donc 40% restant. Et là, l'impact est de 0,8 milliard. Le changement de TVA dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est 1,5 milliard. Et l'évaluation
entre Quinet, entre la méthode Quinet et la méthode de Robien, c'est entre moins 2 et moins 3,5 milliards et demi sur la vanne. Donc vous voyez, si vous additionnez tout ça, vous voyez que d'une vanne estimée à 0,4 milliards par RFF, moins tout ça, vous voyez où est le projet au niveau de la rentabilité. Et on nous dit, non, non, c'est un projet rentable. M. Pousset est persuadé que ce projet est rentable. Alors qui va payer? Je sais pas. M. Pousset a donné son accord en juillet avec la mise au point d'une convention d'initialisation de montant de 45 millions d'euros pour la poursuite des études et l'engagement des acquisitions foncières. C'est-à-dire qu'ils veulent rendre irréversible le projet. On se dépêche, vite, on essaie de trouver comme ça des petites sommes ici, des petites sommes là, de façon à ce que le projet ne puisse plus revenir en arrière. Bon, on connaît les aventures qu'il y a eu en ce qui concerne les votes sur le budget de la région. On ne va pas revenir dessus. Si quelqu'un veut en parler par la suite, si vous voulez, on peut en parler par la suite. Je ne vais pas y revenir maintenant. Voilà. On nous avait parlé, pour la Tour Bordeaux, d'une architecture innovante en matière de financement. J'ai trouvé la première à bénéficier d'un financement innovant, faisant appel aux collectivités locales, l'État, aux côtés d'un actionnariat privé. Ce mariage de raison est rapidement révélé chaotique. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour ne pas retomber dans le même travers, Alain Vitalis a proposé un plan de financement d'un nouveau genre, très avant-gardiste. C'est lui-même qui l'a qualifié comme ça. Il a appelé ça un partenariat public-public. Les fonds publics français, nourris d'un prêt sur 4 générations, c'est-à-dire sur 100 ans, seraient complétés éventuellement par des fonds souverains issus soit de la Chine, soit du Qatar. Les Chinois et les Qatar, ils sont bien gentils, si ça part dans le financement de ce genre de projet, c'est qu'ils nous aiment beaucoup. Alors quel est l'effet de... Parce que ça change la donne. Le fait d'emprunter sur 50 ans, ou de voir un financement sur 50 ans et sur 100 ans, ce n'est pas du tout pareil. Les effets d'un emprunt à long terme, le supplément d'intérêt restant à payer, puisque la période de remboursement est doublée, en l'occurrence, elle serait pour un emprunt à 1%, il y aurait 4 milliards d'intérêts supplémentaires à payer. Alors c'est vrai que c'est petit sur 100 ans, mais ça fait quand même 4 milliards d'euros de plus, avec un taux d'intérêt de 1%. Donc, vous voyez ici, sur un emprunt à 1%, vous voyez, les intérêts représentent 7,7 milliards. Ça donne une petite idée quand même. Et les mêmes intérêts sur un emprunt à 50 ans, donc c'est 3,6 milliards. La différence, c'est 4,1 milliards de plus d'intérêts à payer. Si on emprunte sur 100 ans, comme on essaie de le laisser entendre maintenant. Voilà. Le secrétaire d'État, M. Vitalis, il plaide aussi pour une hausse de 1 ou 2 centimes par litre de carburant. On en a parlé tout à l'heure, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Il faut savoir que 3 camions sur 4 immatriculés à l'étranger, c'est-à-dire qui sont en transit, hein, c'est de là qu'on peut capter du fret SNCF sur le transit, donc 3 camions sur 4 ne font pas le plein en France. Alors augmenter cette TICPE, vous voyez sur qui ça va tomber. Alors le financement il peut se faire comment? Le financement il peut se faire il n'y a pas de 50 000 choix. Hein. D'abord, il va se faire au plan national, par l'État, et on va voir les difficultés tout à l'heure. Au plan régional, alors là, difficulté parce qu'il y a des accords qui ont été conclus entre la majorité de M. Pousset et les Verts pour ne pas financer cette infrastructure. On va voir un petit peu qui va gagner le combat, parce que pour le moment, il y a des coups de canif qui sont en train d'être mis sur ce contrat. Ensuite, et là, ça nous concerne tous ici directement, il y a de fortes chances qu'un appel soit fait au niveau communautaire. Le PCI du Pays Basque, ça va être la deuxième EPCI au niveau puissance de l'Aquitaine. Donc, en plus de ça,
le projet passe chez nous, donc très certainement, nous serons sollicités pour financer ce projet que nous ne voulons pas. Donc nous avons encore de quoi nous mobiliser parce que l'affaire n'est pas finie. Alors je vais vous parler un petit peu de l'ARAFER. L'ARAFER, c'est l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. C'est un petit peu le gendarme de l'activité ferroviaire et c'est très important leur attitude. Voilà. Ils ont émis un rapport très récemment, fin octobre 2016, donc il y a un mois, dans lequel ils rappellent d'abord ce qu'est la règle d'or. La règle d'or, c'est un ratio qui définit un rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. En cas de dépassement du niveau plafond de ce ratio qui ne peut excéder 18, les projets d'investissement de développement sont financés par l'État, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que RFF dégage une marge, ce qu'on appelle une marge opérationnelle, tous les ans. Donc, il est autorisé à s'endetter 18 fois sa marge opérationnelle. La marge opérationnelle est de l'ordre de 2,2 milliards. Autrement dit, la loi émise en 2014 autorise donc RFF à s'endetter 18 fois sa marge opérationnelle. C'est-à-dire que s'il consacrait toute sa marge opérationnelle pendant 18 ans au remboursement de sa dette. Voilà. Il n'y aurait rien d'autre à côté. Donc, dans les faits, pour les éventuels projets de développement dont l'autorité aurait à connaître dans les prochaines années, il est peu probable qu'une contre-expertise de la participation financière de SNCF Réseau s'impose. Autrement dit, l'ARAFER, qui est le gendarme, donc, qui a regardé les situations de RFF, de son endettement, qui a dit voilà, la loi prévoit 18 fois sa marge opérationnelle, il dit si on nous soumet dorénavant un nouveau projet, on ne va même pas l'étudier, parce que d'ores et déjà, l'autorisation de dépassement, l'autorisation d'endettement est dépassée. En 2015, il est 19 fois la marge opérationnelle, et en 2016, il sera 22 fois la marge opérationnelle. Donc l'ARAFER a dit, c'est même pas la peine de nous présenter les nouveaux projets, parce qu'on ne les regardera même pas. On dira tout de suite, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de sous. Alors voilà un petit peu l'endettement de RFF. Vous voyez qu'entre 2011 et 2015, son endettement a augmenté de 40%, alors que sur SNCF Réseau, c'est-à-dire le transport de voyageurs, il a diminué légèrement de 7% en 4 ans. Alors tout à l'heure, M. Victoire vous a parlé un petit peu du Sénat. Donc les sénateurs se sont effectivement inquiétés de la situation. Il y a eu une réflexion qui a été faite qui disait « La France souffre d'une vision stratégique ». Les sénateurs de gauche comme de droite ont dénoncé quelques décisions prises aujourd'hui par un exécutif déconnecté de la réalité du terrain et préconisent notamment, on l'a vu, de geler toute nouvelle voie pendant 15 ans. Alors M. Villalis a été donc auditionné par le Sénat et voilà un petit peu quelques extraits de son audition. M. Villalis a déclaré « On ne fait plus financer par réseau la construction de lignes nouvelles. » Le dispositif envisagé par le gouvernement exclura toute participation de SNCF Réseau dans les projets de lignes nouvelles en tracé neuf. Bon. Alors, qu'en est-il alors des LGV en gestation, dont le GPSO? Soit on trouvera une solution, soit ça ne se fera pas. Bon. En clair, ce n'est pas Réseau, c'est SNCF Réseau, ex-RFF, qui va financer le GPSO. On ne peut pas aggraver la situation de Réseau, il faut mettre en place au plus vite la règle d'or, donc celle-là, qui est en place, la loi a été votée. Seulement, ce qui n'a pas été fait, c'est le décret d'application de la loi. Voilà, donc la loi n'est pas applicable. On peut continuer à tricher et à endetter SNCF au-delà de tout entendement. Donc on ne peut pas aggraver la situation de Réseau, il faut mettre en place au plus vite la règle d'or. Alors il a rajouté, nous avons soumis le décret d'application de cette loi, donc de la règle d'or, au Conseil d'État, qui a estimé la semaine dernière qu'il ne pouvait pas statuer avant d'avoir saisi l'ARAFER. On vient d'en parler.
ce qui va reporter forcément la publication du décret. Ah, dommage. Et la RAFER, qu'est-ce qu'elle dit à ce propos? La RAFER dit, afin de garantir la pleine effectivité du dispositif de contrôle de respect de la trajectoire financière, c'est-à-dire la règle d'or, le décret explicitant la règle d'or en matière d'investissement ferroviaire doit être publié au plus vite. Alors, ce qu'on va voir, c'est une partie de ping-pong entre M. Vidalis et la RAFER. La RAFER, il faut faire vite divulguer ce décret, et M. Vidalis, dont c'est le rôle, donc c'est à lui que revient le rôle de publier ce décret, et bien il dit oui, il faut attendre ce qu'il a à faire. Voilà. Alors, un petit rappel quand même de ce que c'est ce projet. Hein. Pierre vous l'a dit tout à l'heure, 2360 camions par jour pendant plus de 8 ans. Alors, il faut savoir que RFF ne sait pas, il va manquer à peu près 30 millions de mètres cubes pour construire cette LGV. 30 millions de mètres cubes pour construire cette voie. L'Aquitaine, la Grande Aquitaine, a la possibilité d'en apporter un tiers. Autrement dit, il manque 20 millions de mètres cubes de remblais. On ne sait pas d'où ils vont venir, on ne connaît pas l'origine ni la destination des camions. Et pourtant, RFF a réussi à établir le coût environnemental sans savoir quel serait le trajet des camions. Pierre vous en a parlé un petit peu. Voilà. Alors pour ce projet de LGV, donc, qui est justifié par une saturation de la ligne existante non avérée, hein, vous l'avez vu, des gains de temps insignifiants, ça a été prouvé, la rentabilité économique s'avère catastrophique, hein, vous l'avez vu, et l'enquête d'utilité publique a émis un avis défavorable pour la première fois dans un projet de ce style. Hein, c'est quand même assez extraordinaire. Si vous regardez les conclusions de l'enquête d'utilité publique, d'abord vous avez été très étonné qu'il y ait autant de participation, mais surtout la faiblesse de la participation de ceux qui défendent le projet. Ils ont été pratiquement absents de cette enquête d'utilité publique. Mais maintenant, ils sont là, ils usent de leur pouvoir et abusent de leur pouvoir pour imposer ce que. Voilà, donc ce qu'on dit, c'est pas un euro, ni un euro, parce qu'on va être directement, on l'avait vu, on va être directement concerné et sollicité pour ce projet. Par contre, on lance un appel aux élus, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y en a quelques heures, pour une participation volontaire au recours qui a été déposé par nos amis des Landes. On peut volontairement s'appuyer sur ce recours pour saisir le Conseil d'État et donner plus de poids au recours qui a été déposé. Donc on lance un appel à nos élus pour que ce recours-là, cette participation volontaire, se mette en place le plus rapidement possible. Et on lance un appel également pour la prochaine PCI. Il serait opportun que nos élus se prononcent très très vite sur le refus de financement de cette infrastructure. D'abord, ça va marquer énormément, la deuxième collectivité de la Grande Aquitaine qui refuse de financer, ça va avoir beaucoup de poids. Donc, il est urgent d'agir dans ce sens-là. Voilà. Il est chef de